Bonjour Lila Chélit, bienvenue ici à Villeurbanne, chez Bétan et Bétan, au cœur de Villeurbanne, au pied des célèbres gratte-ciel. Pourquoi nous avez-vous donné rendez-vous ici chez Bétan et Bétan? Parce que j'ai passé toute ma jeunesse et j'ai toujours bien aimé l'ambiance, l'harmonie qui y règne. Et on y mange très très bien, il y a des bons petits fours. Regardez, c'est juste à regarder le petit déjeuner qu'on prend. Merci ma chérie. Bon, après on pourrait une petite photo avec Zakia. Avec plaisir. Avec Zakia quand même. C'est à la fois une boulangerie, une glacerie, un chocolatier et puis traiteur également. Tout à fait, on y mange très très bien. On peut y aller célibataire, en étant célibataire, en famille, entre amis. Mais on y va en célibataire pour trouver des gens avec qui on peut discuter. Oui, par exemple, ou bien lire un bon livre, écrire, Alors vous me se parlez... ressourcer. Vous me parlez de bons livres. L'un de vos derniers ouvrages qui s'appelle 2027 par Lila Chélit, donc c'est vous, qui est édité chez Éditions du Panthéon. Oui, tout à fait. D'où vous est venue cette passion pour l'écriture? Bien toute petite jeune, j'écrivais déjà à la base. Et c'est surtout mon professeur de français qui racontait des récitations. Elle aimait bien, chaque fois elle me racontait des récitations et ça me donnait envie. J'avais envie de connaître ces écrivains et écrire à mon tour des livres. Et j'ai écrit 2027, d'où l'inspiration, ça a commencé petit. Et c'est le premier ouvrage que vous avez commis, celui-là, 2027? Tout à fait, c'est le premier ouvrage et je vais en faire un deuxième. Je suis en train d'écrire un deuxième. Dont le titre est déjà connu? Oui, il est connu déjà. Je l'aime et je préfère garder l'anonymat du titre. Donc il est connu mais il n'est pas dévoilé. Pas encore. Parlez-nous de vous un peu, Lila, vos origines, vos parents, que faites-vous dans la vie? Je suppose que vous ne faites pas que commettre des ouvrages. Non, pas que des ouvrages, effectivement. Mes parents sont des parents très gentils. Amour, j'ai été élevée dans l'amour. Et par-dessus tout, je les aime de tout mon cœur, bien qu'ils ne font plus partie de cette vie. Et j'ai grandi dans l'amour. Vous faites, même vous êtes l'archétype de l'amour. Oui, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et j'ai passé une belle enfance. Et c'est de là que j'ai aimé l'écriture. Ma maman était vraiment dans la philosophie. Elle avait une philosophie. Et elle ne parlait pas beaucoup français, mais elle avait une façon de s'exprimer qui était tout à fait à elle. Et voilà. D'où êtes-vous originaire? D'Algérie. Un très beau pays. Oui, un très très beau pays, oui. C'est un très beau pays. Et alors un jour, vous vous dites, je vais commettre un ouvrage. Tout à fait, tout à fait. Mais j'écrivais déjà des poèmes, j'écrivais déjà des chansons. Et là, Vous chantez vous-même? Je chante, oui. J'ai écrit des paroles, des chansons, des vers. D'ailleurs, j'ai un petit... justement, je vais bientôt l'éditer. D'ailleurs, je peux l'éditer. J'ai beaucoup de vers. Et donc, c'est pour ça que je continue à écrire. Et cette fois-ci, je me suis dit, Lila, il faut vraiment que tu vas éditer. Il faut vraiment que j'édite. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé le livre 2027. Alors, parlez-nous de cet ouvrage. Quelle en est la trame? On va peut-être d'ailleurs, si vous le voulez bien, Lila, commencer par lire un petit passage. Avec plaisir, je vais tout de suite vous le lire. Nous sommes à l'aube de 2027. La jeunesse n'avait plus sa place dans l'avenir, ni dans ce nouveau monde qui leur était imposé, et où la population de plus en plus vieillissante était dépassée par les événements. Tous ne comprenaient plus ce qui leur arrivait, et ne comprenaient plus leur liberté, leur vie, leur futur. Danny, psychologue de formation, travaillait dans une petite structure. Tout se passait très bien pour lui. Karl, bâtonnier et profession, et le porte-parole des avocats narcissiques vénal, il se fichait complètement des problèmes de son meilleur ami Karl. Clara, fille unique, était issue d'une famille très aisée. Elle avait étudié dans les meilleures universités. Elle avait crayonné sa voix, toute petite, elle s'était jurée de protéger les faibles dans ce monde de deux vitesses. Mais son décès restait un mystère pour beaucoup de ses proches. Héloïse, magistrate, dévouée corps et âme,
à une justice naturelle. Femme de terrain, elle découvrait des personnes machiavéliques, sournoises, trompeuses, méfiantes et manipulatrices, qui avaient des croyances cyniques et misanthropes. Leur insensibilité, leur quête d'argent, de pouvoir, les avait transformés en gourous. La souffrance du cœur est la plus grave des maladies toutes confondues. Danny est un écoutant et il est le personnage clé de l'histoire. Tout va commencer par lui, c'est-à-dire la perte de son travail. À ce moment-là, il va rencontrer des personnes qui vont l'aider tout au long de sa vie. Ça, c'est le début de la trame. Tout à fait, mais il y a d'autres belles choses aussi dans le livre. Ils font des rencontres, de l'amitié, parce que ça parle beaucoup d'amitié. Ils vont dans des restaurants, ils font connaissance, ils profitent de la vie, tout en profitant de la vie. Qui est Clara? La Clara, c'est une jeune avocate issue d'une famille très riche. Et elle avait crayonné, toute petite, elle avait crayonné sa vie, mais ses parents ont voulu un autre destin pour elle. Vous savez très bien que les familles sont toujours en train de crayonner, ils veulent à tout prix avoir le pouvoir sur leurs enfants, leur créer une vie. Donc cette personne n'a pas pu prendre son destin en main et elle meurt subitement. Sa mort est un accident tragique pour ses amis. L'histoire se poursuit. Elle se poursuit toujours et encore. Nous n'allons pas aller jusqu'à l'épilogue, hein, parce que c'est quand même un roman et c'est intéressant d'attendre la fin d'une manière souvent haletante. Alors, pour vous, que représente ce roman? Quel en est le subconscient, ou plus exactement, votre subconscient, dont au sujet duquel vous en avez fait un roman? Tout à fait, j'ai voulu surtout éveiller les consciences. Comment définir d'une manière philosophico-romancée la trame même de ce roman qui correspond certainement un peu à vous-même, au fond de vous-même? Oui, je parle, en fait, quand ce livre, il a été écrit dans ma réalité. Et je voulais aussi ouvrir les consciences, éveiller toutes ces âmes, toutes ces personnes, ouvrir en leur disant, regardez ce qui se passe à travers ce livre. C'est surtout ça, c'est éveiller les consciences, pas que la mienne. Mais est-ce qu'un simple roman comme celui-ci peut éveiller les consciences? Oui, tout à fait, parce que ça traite de l'actualité de tous les jours. Tout le monde se retrouve dans ce livre. Tout le monde se retrouve dans ce livre. Du simple ouvrier au président de la République? Oui, il peut s'y retrouver, tout à fait, c'est tout à fait ça. Oui, tout le monde peut s'y retrouver. Du moment que ça parle de l'actualité, de vécu de chaque personne, en plus ça parle de l'amour de soi, l'amour de l'autre, ça parle aussi de l'esclavage, du travail, les gens sont programmés. Et j'essaye de leur faire prendre conscience de tout ce qui se passe, qu'il faut prendre soin de soi, d'aimer l'autre. On retrouve un peu de vous-même dans ce roman? Beaucoup de moi-même, oui. N'est-ce pas une autobiographie d'une certaine manière? Ou pas tout à fait? Mais encore, j'aurais encore plus loin. Oui, ça peut être une partie de moi. Alors, allez plus loin. Aller plus loin, oui, c'est une partie de moi et j'aimerais qu'on crée un nouveau monde, c'est-à-dire où chacun s'exprime dans les pensées, qu'on s'unisse, qu'on s'aime, qu'on fasse les choses ensemble, construire notre monde. Et c'est pas un peu utopique? Pas du tout. Construire un autre monde, c'est quand même difficile. Vous voyez qu'on arrive à peine à régler les gros problèmes mondiaux. Il n'y a pas de problème. On essaye de mettre les bâtons sous les roues. Il n'y a pas de problème. La guerre est quand même un problème. Parce qu'ils ont voulu, c'est dans les esprits, c'est dans les entités, tout ce qui est... c'est dans l'esprit des gens, c'est surtout ça. C'est ça qu'il faut guérir, qu'il faut soigner. Donc pour vous, rien n'est impossible. Bien sûr, rien n'est... Du moment où nous sommes vivants, que nous sommes
nous sommes encore en vie, c'est qu'on a des choses. Chaque personne a une mission de vie sur Terre. Et ça exprime bien le livre aussi. Qu'ils avaient tous une mission de vivre, c'était de s'entraider et d'arrêter tout ça. Parce que dans ce livre, ça parle de gens qui sont narcissiques, pervers, qui veulent créer un nouveau monde, aphanismos, qui veut dire le nouveau monde, leur nouveau monde. Alors, comment créer ce nouveau monde? Par quoi faut-il commencer? Eh bien, parce que les personnes prennent conscience de qui ils sont, qu'ils doivent connaître d'où ils viennent. Et vous-même, qui êtes-vous? Moi, je suis une personne qui m'aime, qui prend conscience des événements, de ce qui se passe, et je me mets dans le réel, je fais le tri. Je fais les tri de mes pensées. Et je suis dans l'énergie positive. Une énergie que l'on retrouve ici chez Bétan, avec les enfants, avec la vie, avec les clients, avec le personnel. En fait, la vie, c'est ça. C'est la vie de tous les jours, de tous les instants, sur les instants sur lesquels on peut s'arrêter ou pas, ou transcender ces instants. De faire de belles rencontres, d'être à l'écoute, de se respecter, de s'aimer entre l'un et l'autre. Voilà, la vie n'est pas compliquée, c'est vrai. Nous la compliquons, c'est différent. Je veux bien entendre vos propos, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, rien n'est vraiment si simple que cela. Bien, c'est que parce que les gens ne se posent pas de questions en disant mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi il m'arrive tout ça? Et Danny, dans le personnage, il ne s'est jamais posé de questions en disant mais je travaille dans une entreprise H24, je travaille comme un esclave, il n'a pas de vie, ses parents sont décédés, il ne le savait même pas, il n'était même pas dans les obsèques. C'est pas normal. C'est qu'après, en rencontrant des personnes, il a compris ce licenciement qu'il a eu, ça lui a ouvert les portes. Il s'est dit, je ne suis plus l'esclave de la société. Il a compris quand il allait manger, on l'invitait à prendre des repas. C'est là où il a compris ce que c'était que d'avoir des amis, de parler librement, de lâcher prise. Lâcher prise, c'est là le mot. Oui, le lâcher prise. Et c'est ce qu'il a fait, Danny. Il a compris que la vie n'était pas que travailler. Le deuxième roman sera-t-il la suite du premier, avec ce même Danny, ou cela sera quelque chose de totalement différent? Très différent. Totalement différent. Basé également sur votre vie, Lila? Non, pas sur ma vie. C'est parce que, en fin de compte, c'est une histoire que j'ai créée de toutes pièces. Moi, je crée mes personnages, je crée mes histoires, je les invente, je les façonne, je les crée. Et j'aimerais bien trouver rencontrer un réalisateur qui puisse donner vie à mes personnages, leur donner un corps, leur donner un esprit. En fait, vous considérez ce second roman comme une trame cinématographique? Oui, qui éveillera les consciences. Peut-être qu'il faut de l'animation, qu'il faut les animer pour que les gens prennent conscience. Peut-être dans l'écoute, non, mais peut-être dans le visuel, oui. Ça sert à ça, là. Ça sert à ça, l'art artistique, d'éveiller les consciences. L'écoute, il y a quelque temps, vous me disiez que vous étiez également très orienté sur le massage bien-être. L'écoute, le bien-être, comment définir cela? Eh bien, le bien-être, avant toute chose, je détends la personne. Il arrive des personnes qui sont stressées. Je leur parle, même dans le massage, ils sont encore... Ils sont pleins de tension. Ils sont encore sous l'influence du travail. Ils me parlent du travail, je leur dis stop. En massant les personnes, j'ai façonné mes personnages. Donc vous êtes une façonneuse. On va dire, je les crée. J'ai créé, comment dirais-je, je suis peut-être comme Camille Claudel qui façonnait ses sculptures. Façonneuse de corps, façonneuse d'esprit.
Oui, façonneuse de mots également. tout à fait, c'est ça. Nous sommes ici dans un bel endroit Oui. et comme l'on dit souvent à Lyon, quel serait votre mot de la fin que l'on pourrait écrire F-A-I-M? Eh bien, je remercie tout mon entourage. Je remercie mon neveu, Souleymane, mon neveu de 13 ans, qui a su analyser mon livre. À 13 ans, il l'a lu 4 fois. Et franchement, je leur Parce suis qu'il ne très l'avait pas reconnaissante. compris la première fois? Non, c'est qu'il a compris autant de fois. Je le remercie du fond du cœur parce que depuis petit, je lui racontais des histoires. Je lui façonnais des histoires depuis qu'il est né. Donc, en même temps, il m'a poussé à écrire un livre. Et je le remercie, mon neveu Souleymane. Alors franchement, c'est un très bon livre. Je le recommande à plusieurs personnes. Franchement, c'est très bien répertorié. C'est pas lourd à lire. Souleymane, si tu avais une rédaction à faire et qu'on te demande quelle est la leçon de morale de cet ouvrage, que dirais-tu? Ben, je dirais que c'est en fait la leçon qu'on en retient, c'est que dans le livre, c'est relatif un petit peu à la réalité. Et donc, les événements qui se passent en réalité sont reliés au livre. Donc, c'est vraiment sur le fait. C'est comme si on voyait un petit peu ce qui se passerait dans le futur. Retour vers le futur. Voilà, c'est ça. Marche Exactement. arrière pour une plus grande marche avant. Voilà, c'est comme si on voyait un petit peu le futur. Merci Lila Chelit. Vous nous avez donné envie de lire cet ouvrage, de décrypter par son intermédiaire votre vie, votre façon de penser, d'agir et de travailler. C'est nous qui vous remercions. Merci.